Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. C'est un acteur qui a connu les joies du Conservatoire national, les joies de la comédie française. Il a connu la joie également d'être nommé pour 2 Césars et d'en obtenir un en 1999, César du meilleur espoir masculin pour Petit désordre amoureux. Il joue au théâtre, on le voit au cinéma, on le voit à la télé. Il a la joie d'exercer son métier et moi j'ai la joie de le recevoir pour la seconde fois dans VIP. Il s'agit de Bruno Puzzoulou. Bruno, bonjour. Bonjour. C'était il y a quelques années, la dernière fois qu'on s'est vu, parce que Philippe Noiret venait de décéder. Oui. Oui. Et moi, j'étais plus jeune. Ben, j'avais pas tous ces cheveux gris. Moi aussi, si vous voulez savoir. Et cette émission m'avait beaucoup marquée parce que vous veniez de sortir un livre, d'écrire un livre. Il venait de se terminer quand Philippe Noiret est décédé. Oui. Un livre qui s'appelait avec un titre génial, Je me suis régalée, oui. Qui est un livre de conversation entre un vieil acteur et un jeune acteur. Oui, c'est ça. C'était pas pour écrire quelque chose sur Philippe Noiret. Non. C'était pour parler du métier ensemble, voir où on avait des points de rencontre, avec des carrières qui pouvaient se ressembler, parce qu'il avait fait partie du TNP chez Villard de nombreuses années. J'étais allé dans une troupe aussi, la Comédie Française. On avait tous les deux tourné avec Tavernier, donc voilà. Mais c'est vrai que la première fois que je vous ai vu à l'écran, c'était dans L'Appât, avec Marie Gillin. Philippe Torreton avait un petit rôle aussi, je me souviens. Et c'est finalement le film qui vous a révélé au grand public. Oui, c'est ça. Ouais, Il y a eu un avant et un après pour vous. Hein. Oui, bah, évidemment, quand vous jouez jeune dans un film qui fonctionne bien et que c'est un réalisateur comme Tavernier, ben, ça facilite les choses. Tavernier, il a été important pour vous. Il vous a appris quoi? Tavernier? Oui. À part vous révéler, évidemment, vous offrir un rôle en or. Ben, il m'a appris à proposer. Tavernier, c'est un réalisateur qui aime qu'on lui propose. Alors, ça va de la proposition de jeu à la proposition de costume, à la proposition, par exemple, il me disait apporte des trucs de chez toi pour décorer ta chambre. Alors, dans l'APA, par exemple, j'avais mis ma photo de foot de Normandie où je suis avec tous mes copains. Et quand les copains ils voyaient ça au cinéma, ils disaient oh, c'est nous là. Donc voilà, Tavernier, il est passionné. Si vous voulez, c'est un grand monsieur qui est capable de se plier en 4 pour être proche des comédiens pendant les prises. Alors qu'il y a des réalisateurs qui restent assis en face du combo, comme ça, regarder l'écran. Lui, il est toujours proche. Le combo, c'est le petit écran de contrôle. Hein. On explique aux téléspectateurs sur lequel le réalisateur regarde si son image est bien celle qu'il veut. Voilà. Oui, mais bon, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ces choses-là. Après, quand j'ai tourné avec d'autres réalisateurs qui étaient comme ça sur leur écran, eh bien, ça me manquait de ne pas sentir leur présence. D'être dans le contact. Ouais. Moi, il y a un autre film dans votre filmographie qui m'a beaucoup marqué, d'abord parce que j'ai beaucoup ri et puis aussi pleuré, c'est ces films-là qu'on adore. C'était le film de Michel Boujna sur lequel vous avez rencontré Philippe Noiret, c'était Père et Fils, où vous jouiez un des 3 fils. Ouais. Les 2 autres, c'était Pascal Elbé, si je me souviens bien, et Charles Berling. Ouais. Et c'était 3 fils face à leur père, dont il croit qu'il va mourir. C'est-à-dire que le père arrange un peu à sa sauce, il ment, il dit je vais mourir, mais avant j'aimerais bien faire un dernier voyage, mais avec mes 3 enfants, et j'aimerais aller au Canada pour voir les baleines. Et en fait c'est aussi pour rabibocher la famille, ces 3 frères qui ne s'entendent pas au mieux ensemble. Ils n'ont pas grand-chose en commun. Ouais. Et il va essayer de les rabibocher. C'est une sorte de parcours initiatique au Canada, quoi. Ouais, et ce film est absolument formidable. On découvre Boujna en réalisateur, capable de mener une histoire tambour battant. On découvre des acteurs incroyables. Et donc Philippe Noiret, avec cette amitié quasi filiale entre vous deux, c'était un petit peu ça. Il y avait quelque chose de l'ordre du fils spirituel. J'ai toujours du mal à dire oui parce que pour moi c'était un ami cher. Ouais. Et c'est un papa, j'en ai un. Et une fille, il en a une. Et l'amitié était chère, était profonde entre nous deux et de même aussi avec Monique Chaumette, une amitié qui continue avec son épouse. Mais un père, c'est encore autre chose. Vous voyez, j'ai du mal à dire père ou frère facilement. Non. Je disais père spirituel, un peu comme on peut dire en religion aussi. Voilà, père de cinéma, bien sûr, vous avez votre... Mais vous savez, j'ai même du mal à dire ça parce que sur le tournage, c'était Philippe, c'était un parmi les autres.
il aimait plaisanter. Il avait notre âge. C'était pas le ton paternaliste en disant « Alors mes enfants, je vais vous expliquer, c'est comme ça qu'il faut faire. » Non, non. C'était un gamin comme les autres. Oui, il frappait à la porte de la chambre, il disait « Bon, on ne peut pas se refaire le texte et tout parce qu'il n'est pas fastoche. » Là, il nous mettait à l'aise. C'est ça, il nous mettait à l'aise. Philippe Noiret, dans le livre que vous aviez écrit ensemble, avait cette phrase que moi j'ai retenue. « Pour être acteur, tu mets les 2 pieds dans la terre et tu dis la vérité. » Voilà. C'est énorme, cette En fait, phrase. il citait un comédien américain, James Cagney, qui disait ça. Et d'ailleurs, ça peut intéresser les gens, mais il y a 1 an, nos conversations sont sorties en CD. J'avais enregistré toutes nos conversations et chez un éditeur Frémaux et Associés, c'est sorti. Qui est un spécialiste justement des enregistrements. Et donc, ça les a intéressés de faire sortir. Ah, ça doit être intéressant et émouvant d'entendre vos 2 voix. Il y a 4 heures de conversation à bâton rompu entre nous 2. Ah, merci de le signaler. Alors, c'est ça être acteur, c'est mettre les 2 pieds dans la terre et dire la vérité? En tout cas, la vérité du texte? Je crois bien, mais en plus, il ne faut pas seulement que ça se fasse à coup... bien sûr, l'inspiration est importante, mais aller dire à un acteur qui a Titus à jouer dans Bérénice, écoute, tu mettras les 2 pieds dans la terre et tu diras la vérité, et puis tu compteras sur l'inspiration. Il faut aussi, pour ces textes-là, il faut avoir travaillé. Parler de Titus, ça aurait pu être Georges Dandin que vous avez joué à la Comédie Française, ou Caligula que vous avez joué dernièrement. Ouais. On en reparlera de tout ça. On va parler de votre actualité, parce que je trouve que cette phrase de Philippe Noiret, elle est quand même assez vraie. Et notamment, alors par quoi on commence? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses. On va commencer par l'attentat. Oui. Moi, j'ai lu il y a quelques années un livre formidable, parce que je recevais l'auteur à votre place, Bruno Puzzolou, Yasmina Khadra, et j'ai lu l'attentat. C'est un livre qui fiche un sacré coup de poing et qui marque longtemps. Ouais. Et quand j'ai appris que vous faisiez ça sur scène, donc il y avait une adaptation scénique, d'abord, 1, quelle bonne idée, 2, je vous attends au tournant, quand même, parce que quand on a énormément aimé un livre, on a peur qu'on touche à notre petit chef-d'œuvre. Venez nous voir jouer et vous Alors, verrez. Moi j'ai eu la chance de la voir parce qu'elle a été captée, mais de la voir sur ordinateur, évidemment, c'est pas pareil. Ouais. Et puis 3, évidemment, il faut venir vous voir jouer. Ce que je propose, c'est qu'on regarde peut-être la bande-annonce de l'attentat et on y revient juste après. Ça raconte l'histoire d'un chirurgien palestinien, naturalisé, israélien, installé à Tel Aviv depuis 15 ans, qui vit avec sa femme, également palestinienne, également naturalisée, qui est un exemple d'intégration à Tel Aviv. Le juif est né libre, imprenable, comme le désert de Judée. Il n'avait pas mis de clôture autour de sa patrie parce qu'il rêvait que la terre promise serait celle de la liberté. Tiens, tu veux des pochons, hein? Tu veux des pochons? En veux-tu, en voilà. Regarde, regarde l'écume de tes jours. Alors, on va quand même donner l'argument de départ, parce qu'on le connaît d'entrée de jeu, c'est qu'en fait, il y a une explosion dans un restaurant bondé de Tel Aviv. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes, beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Et ce chirurgien va découvrir que le kamikaze qui s'est fait exploser, c'est sa femme. Alors que lui n'avait aucune idée, il pensait avoir une femme douce et gentille à la maison, et que c'est pas du tout ça. Et Dieu sait qu'elle est actuelle. Pourtant, il l'a écrit il y a un moment, Yasmina Khadra. Hein. Dieu sait que c'est actuel. Hein. Mais c'est aussi sur le fait qu'on ne connaisse jamais vraiment les personnes avec lesquelles on vit. Et la bête qui se tapit à l'intérieur des gens. Non, mais vous voyez, les jeunes, par exemple, qui partent faire le djihad, ou les moins jeunes, quand les parents sont interviewés, ils disent « Ah !» ou les amis, mais on tombe des nues. Jamais on n'aurait pu imaginer ça. Donc, c'est aussi... le metteur en scène a voulu axer la pièce là-dessus. Pourquoi vous avez dit oui à un tel projet, vous, profondément? C'est simple. Je lis le texte, ça me plaît ou ça me plaît pas. C'est aussi bête, aussi simple que ça. Et puis, le texte me plaisait parce que c'était bien écrit. Et ensuite, pour ce que ça disait aussi, le contenu. Cet homme qui naît... je pensais beaucoup à Camus aussi, en lisant ça. C'est-à-dire que
Camus, qui est rejeté en Algérie, qui est rejeté en France, qui est rejeté par les gens de théâtre, qui est rejeté par les philosophes. Il était chez lui nulle part. Et cet homme, Amin, d'origine palestinienne, naturalisé israélien, qui n'est pas vrai, qui se fait tabasser en Israël, qui se fait tabasser en Palestine. Voilà, il n'a plus de place avec sa femme. Il perd tout, il perd sa vie, il perd le sens qu'elle donnait à sa vie. Et ça nous pose à nous, dans nos petites vies confortables, loin de tout cela, croit-on, ça nous pose aussi la question de l'identité, de qui nous sommes réellement. Une question que le comédien, lui, se pose depuis qu'il démarre sa vie de comédien. Puis vous savez, avec tous ces événements, nos petites vies ne sont pas tellement confortables. Non. Là, on est bien obligé d'ouvrir les yeux et les oreilles. Et de devenir responsable. Vous avez toujours senti que vous aviez une responsabilité, vous, comme artiste, et beaucoup artistes de scène aussi? Écoutez, j'ai une responsabilité. S'il y a des gens, des comédiens, des peintres, des danseurs, des écrivains qui se font assassiner dans certains pays, ça veut dire quelque chose. C'est pas simplement parce que c'est les comédiens qui se font assassiner, c'est pas le bruit des mots. C'est parce que leurs mots font peur. Si Hitler faisait brûler les livres, il y avait une raison pour ça. C'est parce que ça véhicule des idées. Donc évidemment, si on regarde un peu ce que j'ai fait, c'est en général, c'est quand même des auteurs qui disent quelque chose. Alors ça n'empêche pas qu'il faut de tout. Et ça, dans le fond, dernièrement, j'ai joué Occupe-toi d'Amélie à la Michaudière et j'y prenais un grand plaisir. Et vraiment un grand plaisir. Oui, parce qu'il faut un petit peu de légèreté aussi, quelque chose de plus léger, pour après pouvoir faire, ou avant, Caligula, par exemple. Parce qu'on parlait de Camus, c'est quand même pas rien de faire Caligula, ce tyran tellement humain qui nous renvoie un miroir de nous-mêmes assez compliqué, parce que finalement, on va tous se reconnaître plus ou moins à un moment ou à un autre dans Caligula. Caligula, c'est Camus, Camus, c'est l'Algérie. Vous avez joué cette pièce à l'Athénée Louis Jouvet, mais vous êtes aussi allé la jouer en Algérie. Ça a dû être une expérience de dingue, ça. Ah oui, c'était une expérience assez... Il s'est passé quoi en Algérie avec Caligula Eh bien, en Kabylie, c'était vraiment magnifique, quoi. L'accueil ou le rejet? Non, l'accueil, où les gens, aux applaudissements, ils montent sur scène, ils nous embrassent. Ils nous serrent dans les bras. Merci de venir jouer Camus à la maison. Non, c'était vraiment, vraiment très émouvant. Et puis, suite à ça, une pièce qui sortira en DVD, d'ailleurs, dans pas très longtemps. Suite à ça, j'ai lié amitié avec Catherine Camus aussi. Et le fait d'aller avec le metteur en scène Stéphane Olivier Bisson à Lourmarin, chez elle, c'est-à-dire chez Camus. Elle vit là où elle a toujours vécu avec son papa et sa maman. Pour moi, c'était très émouvant, quoi. Et c'est une pièce à laquelle, au début, j'ai dit non. Quand Stéphane Olivier Bisson m'a proposé la pièce, j'ai dit non. Alors, c'était un peu bête de ma part, parce que je pensais à peu près connaître, mais je disais, mais non, je ne vais pas jouer ça, moi. Puis il m'a dit, mais s'il te plaît, lis le texte. Et puis, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Mais peut-être qu'il y a un âge aussi pour intégrer Camus, pour comprendre Camus, et que peut-être que 10 ans plus tôt, ça aurait été trop tôt, et que là, il était temps qu'il y avait les moyens de porter ça, de porter cette parole-là. Peut-être, mais c'est aussi il y avait l'épaisseur nécessaire. Oui, mais je croyais connaître. Les préjugés. Hein. Non, mais c'est ça, c'est ma bêtise. Sans l'avoir jamais lu, je pensais à peu près savoir de quoi il était question. Mais c'était... Et dans le fond, je me rends compte que les plus belles pièces que j'ai jouées, eh bien, je n'en aurais jamais eu l'idée, moi-même, pour moi. Toujours des autres qui sont venus vous l'apporter. Oui, quand Catherine Yegel m'a demandé de jouer Georges Dandin, jamais. Ça, c'était du temps de la comédie française. Voilà. Ouais. Quand Philippe Adrien m'a proposé En attendant Godot, jamais je serais allé vers ça non plus. Donc, il faut un peu en rabattre et puis dire, je connais
pas, au fond, ce qui est le mieux pour moi. Et en même temps, c'est intéressant le regard que les autres posent sur chacun de nous, parce qu'ils nous projettent dans des sphères, c'est ce que vous expliquez, Bruno Puzzoulou, où on ne se projetterait pas soi-même, et ils nous emmènent dans des contrées où on n'irait pas soi-même, et c'est finalement comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est en allant vers ce qu'on n'est pas. C'est vrai. Après, des fois, on revient en disant « Ouais, j'aurais pas dû y mettre les pieds », mais au moins, on sait. Oui, c'est vrai. Là, j'ai un très beau projet qui va se faire en 2017 avec Catherine Yegel et Dominique Pinon au Théâtre de l'Atelier. Parce que j'aime Dominique Pinon aussi. Et ben voilà, c'est votre maman, ça s'appelle un texte de Jean-Claude Grimbert et Charles Torgman fera la mise en scène et ce sera à l'Atelier. Alors quand on aime le théâtre, et moi j'adore, c'est que des noms qui parlent. Hein. Charles Torgman, moi je l'ai vu en Avignon, Jean-Claude Grimbert, il est venu dans cette émission, quel homme, oh là là, Super. quel homme. Ah oui, donc vous travaillez qu'avec des très bons, vous. Hein. Oh bah, non, mais c'est... Moi, je ne choisis pas... Enfin, je choisis quand ils me proposent, mais... À l'Atelier quand, alors, qui est un théâtre qui a toujours une programmation ce sera incroyable. En 2017, à partir de mars. C'est ça, les comédiens, ils ont leur emploi du temps jusqu'en 2025. Non, mais vous savez, le théâtre, ça se programme un paquet de temps à l'avance. Et puis vous avez besoin, de toute façon, de la scène pour vous, et vous y revenez de toute façon. C'est votre ADN, elle est sur scène au départ, Bruno Puzzoulou. Franchement, quand on est comédien, il ne faut pas raconter trop de bêtises non plus. Vous savez, on va vers aussi les propositions. C'est-à-dire que quand un comédien dit « Non, je privilégie la scène en ce moment », c'est qu'on n'a pas trop de propositions au cinéma pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va vous raconter des histoires? Ou alors on raconte des conneries aux gens qui nous regardent. C'est vrai que c'est par vague, comme me dit Monique Chaumette, la femme de Philippe Noiret, elle dit le cinéma c'est un amant insupportable, il va, il vient. Et alors forcément, je tourne toujours. Là, je viens de tourner un beau film pour la télé avec Monsieur Bivel, un grand réalisateur, qui était au Festival de Luchon. Là, on a eu le prix de la critique, ça passera sur France 2. C'est magnifique. Un film qui parle de quoi? Alors, on a un film avec Patrick Timsit, Barbara Schulz, deux couples comme ça. Enfin, Patrick Timsit élève son garçon seul. Moi, je fais couple avec Barbara Schulz. Et sur les réseaux sociaux, sortent des photos de deux ados qui s'embrassent. Et alors là, c'est reçu différemment dans une famille et dans l'autre. Moi, j'ai tendance à recevoir mal. Patrick Timsit reçoit mieux la chose. Donc voilà. Parce que les deux jeunes qui s'embrassent, c'était les deux garçons? Deux garçons. Ah, c'est ça l'histoire, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est sur le petit écran très bientôt. Et puis au théâtre aussi, il y a un projet une réalité qui vous touche. Vous jouez actuellement une pièce autour de l'immigration italienne. Quand les immigrés, c'était nous. On va dire pourquoi ça vous touche, parce que votre papa était sarde. Donc vous êtes moitié sarde, moitié normand. Voilà, il y a des mélanges comme ça. Maman est normande, papa était sarde. Il est arrivé... Malheureusement, papa est parti en juillet dernier, à 91 ans. Mais il était arrivé en France pour trouver du travail. Et donc comme beaucoup après la guerre. Travaillé à la ferme, travaillé à l'usine. Et il fait vraiment partie de ces gens dont on parle dans ce spectacle. Et c'est très émouvant. On est une trentaine sur scène. Je fais le récitant. Il y a des musiciens, il y a des chanteurs. Et vous savez, il y a un moment dans le spectacle très fort comme ça, où on se tourne tous vers l'écran. Et en fait, on salue nos ancêtres. Et toujours, j'ai un regard vers les chanteurs, vers le chœur, et ils sont tous en larmes. Parce que c'est leur histoire. Et ils saluent leur papa, leur maman, leurs grands-parents. Et ça, c'est hyper touchant. Et je suis heureux d'être dans ce spectacle que l'on jouera sûrement à Rome, au Vatican d'ailleurs. Ça, c'est incroyable. Donc on va faire une tournée en Europe et on jouera certainement au Vatican. Et c'est important pour vous d'aller jouer au Vatican. C'est quand même pas une place comme les autres. Si vous pouviez jouer au Vatican devant le pape et que vous pouviez rencontrer ce pape François, vous avez déjà réfléchi à ce que vous pourriez lui dire? Ce que je voudrais lui dire, c'est bravo pour votre façon de penser le monde et continuer comme ça. C'est quand même de l'émotion d'aller jouer comme ça devant le pape au Vatican. Ah, oui. Moi, ma grand-mère, quand j'allais en Sardaigne, je voyais ma grand-mère qui allait à la messe tous les matins, tout habillée en noir. Parfois, elle me prenait avec elle. C'est mon histoire aussi.
Oui, puis vous été. Je me souviens quand vous étiez venu dans l'émission, vous disiez que vos meilleures années, c'était quand vous étiez enfant de chœur avec les copains, à faire des bêtises évidemment, aussi bien sur le terrain de foot que dans la sacristie. Oui, à Toutainville, voilà, dans votre petit village normand, près de Rouen, c'est ça? Près de Rouen, près de Honfleur. C'est vrai que je viens de parler du foot, je vais dévier un petit peu, mais le sport aussi fait partie de votre vie. Quand on va, on le sait, le football, c'est assez connu dans le milieu, que vous êtes très foot, mais quand on va sur votre site internet, on découvre la boxe thaï, on découvre le karaté, avec des dan et des couleurs assez sombres. On découvre, c'est quoi, le taekwondo, je crois. Ouais, voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre. On dit qu'un acteur est d'abord un corps. Ils ne sont pas tous d'accord avec ça. Hein. Mais souvent, les grands acteurs disent on est d'abord des corps, il faut être d'abord dans le physique. Après, on est dans le texte et la parole. Oui, mais après, tout est... Vous savez, il y avait un grand joueur de foot, Pelé, qui disait ben non, moi, dans ma tête, je suis toujours prêt à jouer au foot. Donc, pendant que les autres s'échauffent, moi, je reste dans le vestiaire, assis. Et puis, quand il y a le coup de sifflet, je suis prêt à jouer. Parce que dans ma tête, je suis toujours prêt. Donc, mon corps, il est toujours chaud, toujours prêt à jouer. Donc, vous voyez, ça peut se contredire. Je crois qu'il n'y a pas de vérité et que c'est en fonction des gens. On va regarder quelques images de ce spectacle dont on parlait il y a quelques secondes, italien quand les émigrés, c'était nous. Et pour tout ce qui est date, lieu, etc., je renverrai vraiment. Vous avez une actualité tellement riche que je renverrai vraiment à votre site qui renseigne. Bientôt un film aussi avec Gérard Jourduy pour le cinéma, celui-ci, sur Maupassant. On s'intéresse déjà à l'immigration italienne. Allez. C'est en images. Bruno Puzzolo. Dans le monde, le pays qui a accueilli le plus d'Italiens était les États-Unis, avec 5 700 000 Italiens en un siècle. En Europe, c'était la France. Nous avons tout refoulé de nos mémoires, car quelques personnes d'origine italienne ont déclaré « nous n'avons jamais été clandestins ». Chitarra e tambur, a questa antica Santa Cagna, sempre brilla tempo, facina paura, e qua scoppetta, vinna cantà, e qua scoppetta, vinna cantà. Hey, oh, ha, 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 ha! Io, mia patria, si bella e perduta. On voit que le public est conquis et nous avec. C'est émouvant tous ces chants italiens, ce chœur. Et ce chœur est formé de gens qui travaillaient en usine, qui étaient mineurs, qui avaient des boulots très durs, quoi. Et quand ils chantent vraiment avec, c'est le cas de le dire, avec leur cœur. Vous voyez, c'est dans des aventures comme celle-ci, avec Rocco Femia, le metteur en scène, ou dans l'attentat avec Franck Berthier, c'est en même temps devenu de fortes amitiés. Parce que les spectacles conduisent à ça. Il y a quelque chose d'essentiel et c'est... vous voyez, ça me fait penser, en fait, quand je tournais avec Godard, et à un moment, il n'y avait plus de scénario. Il me glissait les feuilles sous ma porte en me disant, bah voilà, pour demain. Et alors, je me disais, oh là là là, va falloir piger quelque chose, va falloir apprendre par cœur. Mais à un moment, les feuilles que je voyais arriver sous ma porte étaient nécessaires pour ma vie. Parce que je me disais, oh, quelle belle chose, je vais lire encore. Et donc, forcément, elles étaient nécessaires pour le film. Et avec des gens comme Rocco Femia ou Franck Berthier, bah, c'est pareil. C'est nécessaire, mais pas seulement sur la scène, pour la vie. On sent que ce projet-là, il fallait que vous en soyez, oui. parce que vous êtes d'origine
sarde et que vous êtes très attaché à votre enfance, vous retournez très souvent chez vous voir votre maman, vos frères. On sent que vous êtes encore très reliés à bientôt, vous avez quoi, 48 ans, quelque chose comme ça? Bientôt 49. Bientôt 49, j'étais pas loin. On sent que vous êtes encore très relié au petit garçon, qu'il est encore très vivant en vous, alors que beaucoup d'adultes... Il vous tient la main? Je lui donne la main tous les jours. Vous cramponnez? Et en ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur comme ça, où mon père est le fil rouge. La disparition du père a déclenché un nouveau besoin d'écriture. Oui, il y a une nécessité là tout d'un coup, donc en ce moment je fais ça. Ouais, On va continuer avec la musique. On va accueillir sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez. Alors ça, c'est assez rare que notre premier invité connaisse Invité 2, mais là, on avait trop envie, quoi. Elle s'appelle Savitri de Rochefort. C'est un petit bout de femme incroyable, plein d'énergie, vous allez voir. Et vous avez ensemble, c'est plus qu'un projet, parce qu'il a déjà eu une réalité l'été dernier à l'abbaye du Bec et Loin, mais vous avez un projet de « Entrez Savitri, entrez, venez vous installer ». Vous êtes en terrain ami ici. Oui, effectivement. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, petit Bruno, ça va? Ça va. Bon, je vous présente pas. Non, Bah c'est non. pas la peine. C'est ça. on est On en a face. partagé la scène ensemble. Oui, exactement. Ah ben tiens, alors, allez-y. Expliquez-nous. Non, attendez, ma question rituelle quand même. On va garder les rites. Avant de nous expliquer ce que vous avez partagé ensemble, Bruno, vous le connaissez déjà bien. Voilà. Parce que vous avez une expérience artistique dont on va parler, donc ça apprend à connaître les gens assez vite en général. Ouais. On arrive à l'âme tout de suite. Mais est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau dans ce qu'il a pu dire dans cette première partie d'émission, Savitri, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a, je sais pas, qui vous a... Ce qui me plaît, c'est ce que je voulais lui dire de toute façon, c'est sa personnalité. Voilà. Et c'est ça qui. Elle est comment, sa voilà. personnalité à Bruno Puzzolo? C'est quelqu'un de vrai, de simple et de courageux. Moi, je le trouve courageux aussi dans les choix qu'il fait. Sur le plan artistique. C'est gentil, ça. Voilà, bon, Bon, ça y est, j'en ai un qui rougit. Je pu le dire, mais voilà. Maintenant, c'est courageux c'est d'aller... dit, voilà. Ce qu'elle essaye de dire, c'est que c'est courageux d'aller travailler avec Savitri de Rochefort. Voilà, c'est ça qu'elle essaye de... Bon, ben voilà, non, mais c'est mauvais, mais j'ai compris. Alors racontez-nous, quel est ce projet? Qui est allé chercher l'autre? Quel est ce projet à la fois musical, où vous êtes récitant? Expliquez-nous. Savitri. Alors en fait... Savitri est chef de chœur, il faut quand même le dire. Elle a fondé l'Ensemble vocal de Paris. Elle a eu des études absolument mirobolantes, incroyables. C'est un petit génie du violon, du chant, soprano coloratour. Elle a eu à 11 ans des diplômes que les adultes ont très très tard. Voilà, vous venez d'Inde. De l'Inde, tout à fait. Oui, vous êtes née en Inde, ça, c'est encore, adoptée en France. Tout à fait. Voilà. Avec elle, on marche à la baguette. Ah bah alors ça, Attention. Ouais, femme de... Voilà. Femme de C'est baguette. ce qu'ils disent. Je crois qu'effectivement, il a beaucoup subi là déjà. Oh, pauvre chou. Voilà. Ouais, Donc vous rencontrez Bruno Puzzolo dans quelles circonstances et vous lui faites quelle proposition parfaitement déloyale et indécente? Oui, ben voilà. Alors, il faut expliquer ça. Le public est évidemment prêt à entendre ce genre de choses. Vous avez vu un peu comme j'ai teasé Oui, là, c'est fort. Hein. Donc, en fait, je suis venue une première fois donner un premier concert à l'abbaye du Bec et Loin en l'été 2014. Donc l'abbaye du Bec et Loin, pour situer nos téléspectateurs, est entre Rouen et Lisieux. Chez moi. Pardon, Chez moi. c'est chez lui. Voilà. Pas très loin de Attention, Coutainville. Bien. Attention, pas commencer Faut que je fasse cette attention à ce que bêtise, je hein. Voilà. Bon. Donc vous donnez un premier concert Donc un premier concert. avec votre ensemble vocal de avec Paris. Exactement, l'ensemble vocal de Paris que j'avais créé, En que j'ai 2012. créé en 2012. Voilà. Donc maintenant on a 3 ans, hein, ça y est, d'existence. Donc, je donne ce concert en août 2014. Et la personne à qui j'avais fait appel pour prendre justement... Capter le concert, filmer. Voilà, exactement, filmer le concert qui habite Bernay. Après, m'a dit, mais voilà, j'ai quelqu'un de faire rencontrer, qui est le comédien Bruno Puzzolo. Et bon, voilà, et puis vous allez voir si vous pouvez peut-être faire quelque chose ensemble. On s'est rencontrés en face de l'église, à Pont-de-Mer, exactement. Voilà. Voilà, premier rendez-vous, autour d'un café. Et le courant est bien passé. Puis on s'est dit, pourquoi pas tenter de faire quelque chose ensemble. Et puis, j'ai réalisé que la plupart, la musique que l'on chante, régulièrement, on a l'habitude de l'entendre, parce que ce sont des textes qu'on entend, mais finalement, on ne sait pas toujours ce qu'on dit. Voilà. Et là, j'ai eu l'idée de demander à Bruno de lire en fait la traduction des textes que nous avons que nous chantons. Et ça a donné donc un premier événement, donc c'était l'année dernière, à l'été dernier. Voilà. C'était du Bach que vous jouiez. Et donc Voilà. Bruno, vous traduisiez, vous disiez en français ce que les chanteurs le disaient Magnificat. en allemand. Voilà. Donc il y avait le Magnificat et il y avait aussi un motet aussi de Bach. Voilà. Mais c'est la première fois que vous disiez du texte religieux.
Vous étiez encore jamais frotté à des religieux? Est-ce que c'est la première Ta, 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 fois? ta, ta. Je crois bien que... Et voilà que je connais oui, sa carrière mieux que sauf lui. quand j'étais enfant de chœur ou... Alors ça, monsieur, ça ne compte pas. Vous n'étiez pas encore comédien. Non, mais c'est vrai, d'un seul coup, on se frotte à du texte à portée religieuse. Ça change quelque chose ou pas, d'aller dire des textes religieux? Parce que les textes qu'on dit nous travaillent, forcément. Il y a toujours... Villard dit, quand vous êtes en loge, pensez à vous recueillir un peu avant de venir jouer. Il y a toujours au théâtre cette chose du secret. C'est toujours un peu religieux. Et la concentration et la manière de jouer, je dirais. Je dirais que même on s'adresse à Dieu quand on joue sur scène. Parce qu'on se dit, si lui nous entend, bah, tout le monde va nous entendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de l'invisible, du mystère, du secret, même quand on joue d'autres textes que religieux. Alors, on a un petit extrait à montrer, mais alors, c'est pas ce que vous avez fait ensemble, parce qu'il y a eu quelqu'un avant vous, je suis désolée. C'est vrai. Il y a eu Jacques Attali, Aïe, aïe, aïe. qu'on ne verra pas dans l'extrait en l'occurrence, mais Savitri avait déjà fait l'expérience une première fois avec quelqu'un qui est passionné par la musique. Hein. Tout à fait. Absolument. Jacques Attali est très intéressé notamment par la direction Oui. d'orchestre. Vous avez fait une première expérience avec lui, c'était du Vivaldi. Voilà. Voilà. Et c'est justement ce premier concert qui a été capté. par- C'était ce fameux Voilà, qui a permis la exactement, qui a rencontre permis avec Bruno après la rencontre Puzzolo. avec, Par Basile Bovard. Exactement, Basile On met, Bovard. on met tout ça dans l'ordre. On regarde quelques extraits qu'on se rende bien compte de ce à quoi ça ressemble. Ah bah c'est magnifique, hein, pour un ensemble qui a 3 ans. C'est-à-dire que là, il n'avait pas 3 ans. Il n'avait plus. pas 3 ans Il n'avait pas encore. 3 ans Ouais. encore. Hein. Il avait 1 an et demi. Et c'est très beau, c'est très bien chanté. Je salue au passage Julien Rouquès, que j'ai reconnu, qui fait partie de l'ensemble vocal de Paris, qui Absolument. était à votre place il y a quelques semaines dans cette émission, Exactement. Savitri de Rochefort. Et alors, pourquoi on parle de vous deux, Bruno Puzzolo et Savitri de Rochefort? Parce que vous réitérez cette expérience avec du Mozart, cette fois-ci. Ce sera le 6 mai prochain au Bec et Loin. N'importe qui peut Absolument. y aller, oui, tout le monde peut y aller. s'inscrire, évidemment. Il y a vous ce invite. lieu magnifique. En plus, Oui. j'y suis jamais allée en tant que telle au Bec et Loin, mais rien que le Rendez-vous site pour internet, être c'est libre, hein. sublime. Hein. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. J'avoue que cette abbaye, à chaque fois, il y a une paix, il y a quelque chose vraiment qui se dégage de cette abbaye. À Qui est chaque un fois. territoire d'enfance hein, pour vous aussi, parce qu'il la ramène avec Quasiment. toute un ville. Mais vous aussi, vous avez grandi plus ou moins là-bas Tout aussi à fait. C'est plus ma pendant vos jeunesse. vacances. Voilà, pas enfance même, mais en tout cas jeunesse. Voilà. Il y a un spirituel, ne serait-ce qu'avec le Père Abbé, qu'on salue Le au Père passage, Abbé, hein. donc Paul-Emmanuel est un homme extraordinaire qui nous accueille à chaque fois vraiment avec beaucoup de gentillesse. Vraiment, il se met en 4 pour nous, parce que bon, il faut bien dire, on en est quand même
bon paquet de musiciens. Quand on arrive, on est un petit peu encombrant. Hein. Et là, à chaque fois, et vraiment, ils accueillent avec beaucoup de gentillesse. Et donc, elle vous fait faire ce qu'elle veut, Savitri de Rochefort, en fait. Bruno Puzzolo, elle vous dit Bach, vous dites oui, elle vous dit Mozart, mais bien sûr, ma chérie. Ouais, elle me dit tais-toi, je me tais. Je dis, je marche à la baguette, au doigt et à l'œil. Qu'est-ce que ça change, cette expérience-là, pour vous? Vous savez, je crois que dans les textes, il faut toujours se mettre en arrière. C'est le texte qui a la priorité. Et ce que ça change, c'est pas vraiment de l'interprétation. On est là pour faire passer quelque chose, faire passer une parole, mais sans personnage. Sans personnage, c'est moi, ma voix, et en se mettant... Il ne faut pas faire obstacle, et en même temps, il faut quand même être présent. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas faire obstacle possible, ça. au Bruno texte. Puzzolo, les comédiens sont des égaux sur pattes. Hein. J'en ai croisé quelques-uns en 12 ans. Stop, pas lui. Oui, voilà, pas lui, d'accord. Voilà. Pas lui, et justement, le père abbé ainsi que le public, justement, parce que j'ai eu quand même des retours après ce concert, a été justement à vraiment admirer la façon dont il avait été au service du texte et de la musique. Il y en a qui savent le faire, qui savent se retirer, voilà, créer l'espace. Là, ça a été son cas, et en tout cas, ça a été unanime, et c'est pour ça que... Elle n'arrête pas de vous jeter des fleurs depuis tout à l'heure. Vous ne pouvez pas nous dire 2-3 compliments sur Savitri de Rochefort, vous qui la connaissez beaucoup mieux que nous. Moi, je l'ai d'abord connue, Savitri, en dehors de la scène. Donc, quand vous rencontrez Savitri, c'est quelqu'un d'hyper timide. Et donc, c'est comme si les idées allaient à 100 à l'heure dans sa tête, et puis les mots se bousculent un peu. Alors, en même temps, c'est charmant, et puis tout d'un coup, vous la voyez sur scène, et tiens, chanteur, musicien, récitant, blam, tout d'un coup, elle éclaire tout, et puis on est sous le charme et sous les ordres. On est à sa place où on ne l'est pas. Vous avez trouvé votre place. J'ai trouvé ma place. En tout cas, c'est vrai que ça n'a pas été, c'était pas quelque chose. Chef d'orchestre, c'est pas du tout. J'y pensais pas du tout pendant l'enfance. Enfin, c'est pas quelque chose qui me vient de l'enfance. C'est venu au fur et à mesure, voilà. Vous êtes né dans la musique quand même, avec une maman violoniste, vous-même violoniste. Très tôt, on vous a découvert une voix incroyable et rare de soprano colorato. Donc, vous êtes quand même né dans la musique. Oui, mais par contre, ce métier de chef d'orchestre, enfin, ça, c'est pas venu. Voilà, c'est pas. Et le fait de jouer dans une abbaye ou dans des lieux comme ça, c'est relié pour vous aussi à une croyance particulière en Dieu, ou parce que vous venez d'Inde, qui est un pays quand même à majorité musulmane. Vous êtes beaucoup retourné, musulmane et hindoue. Et il y a beaucoup de chrétiens aussi, en fait. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment, il y a ces trois. On est au croisement de plusieurs religions. Votre maman, spécialiste du sanskrit, donc est beaucoup retournée en Inde. Vous avez beaucoup fréquenté l'Inde, en tout cas dans l'enfance, dans la petite enfance. Absolument. Mais vous êtes à la croisée de beaucoup de choses finalement, d'un sacré mélange. Donc les abbayes chrétiennes, ça vous parle particulièrement? Oui, alors c'est vrai que pour raconter rapidement mon histoire, je suis née en Inde, je suis d'origine indienne. J'ai été recueillie par un orphelinat de chrétiens et été adoptée très vite. À l'âge de 5 mois, je suis arrivée en France, donc par un couple de Français. En ce qui concerne, donc j'ai été baptisée et donc je suis d'une famille complètement catholique. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. Mais il est vrai que petite, j'allais souvent en Inde avec ma maman pour ses recherches sur les textes sanscrits. Et j'étais quand même baignée un petit peu dans les deux cultures. Et après l'âge de 10 ans, je n'y suis plus retournée. Donc je me suis de plus en plus sentie vraiment française. Parce que c'est vrai que petite, j'étais un petit peu entre les deux cultures. Et puis après, j'ai eu l'occasion de retourner en Inde à l'âge de 25 ans. Et là, ça a été plus dur. Le lien avait été rompu. Voilà. Ouais. En fait, le lien a été rompu. En même temps, je sens qu'il y a des choses que je ne peux pas renier. Voilà. Je peux pas renier d'où je viens. Alors, rien que physiquement déjà, mais en fait, plus ça va, même si j'essaie de repousser mes origines, en fait, aujourd'hui, elles me rattrapent petit à petit. En tout cas, je le ressens plutôt dans ma spiritualité. Voilà, je suis ça catholique. Ça se manifeste comment alors?
c'est un petit peu difficile à expliquer. Ouais, mais je suis journaliste, je pose des questions difficiles. Oui. Auxquelles il n'y a pas de réponse. C'est le principe. Oui. Aujourd'hui, je ne peux pas encore vraiment bien l'expliquer. Parce que vous êtes en plein dedans, en fait. Voilà, je suis en plein dedans, donc je ne peux pas encore. Mais vous avez entre tous les deux là, des discussions un peu de portée spirituelle quand on travaille ensemble dans une abbaye, ça porte à ça quand même. Oui, et puis aussi des questions d'artistes. On était, avant la première là, au Bec à Louin, on était assis comme ça tous les deux, et on se disait, t'as le trac toi? Oui, moi aussi. Voilà, on était comme deux andouilles à se dire, on a le trac, enfin non, juste avant d'arriver sur scène. Vous voyez, ça passe souvent pas par les mots. Ça passe, nos discussions, elles se font par exemple en répétition, avec la musique, les chants, le texte. C'est comme avec les comédiens, c'est-à-dire on joue le soir, on s'est dit ce qu'on avait à se dire sur scène. Et puis après, on passe à autre chose. Vous voyez, moi, j'ai par exemple mon camarade avec lequel j'ai joué En attendant Godot, quand je le vois dans la vie, et lui, quand il me rencontre, on est comme déçus. Pendant 5 minutes, on parle d'avant, et puis après, c'était plus riche sur scène que dans la vie. Alors, il va falloir être très fort, Bruno, parce que vous savez que Savitri de Rochefort a une autre vie en dehors de vous, une autre vie artistique qui se passe sans vous. Non. Il faut être fort. Savitri. Ah ouais. Oula, qu'est-ce que c'est? Du Moi, Handel. je suis jaloux maintenant. Du Handel. Oui, vous ne pouvez pas être dans tous les projets, Bruno. Hein. Le coup de foudre artistique, on comprend bien, mais bon. Du Handel, ça c'est pour le mois d'avril. Voilà, c'est pour le 8 avril, donc on a un programme assez lourd. 8 avril ou ça, on va quand même préciser oui, tout à fait. Donc, tous les gens qui veulent venir. Oui, voilà, donc ça se passe à l'église de Saint-Étienne-du-Mont avec le à Paris, hein, parce qu'ils croient tous ces invités que l'émission n'est diffusée qu'à Paris. Oui. Hein, mais non, pas du tout. C'est diffusé dans le monde entier. Oui, donc effectivement. Donc encore un édifice religieux, cela dit. Notons au passage. Voilà, encore une fois de plus. Pour l'acoustique, évidemment. Voilà, pour l'acoustique. Puis aussi, alors là, j'avoue, j'ai le plaisir, aussi le grand honneur d'avoir avec nous le compositeur Thierry Esquèche, là, qui me fait, j'avoue, la confiance de me laisser exécuter, donc avec évidemment mes chanteurs et mes instrumentistes, une de ses pièces qui s'appelle... C'est votre ancien professeur, donc il vous connaît bien. Oui, enfin on a eu quand même 20 ans où voilà, j'ai eu mon prix de fugue avec lui au CNSM de Paris, mais enfin on s'est pas revus depuis 20 ans. Et voilà, petit remerciement personnel à Julien que vous avez donc reçu, qui nous a remis en relation ensemble voilà, il y a quelques temps. Et donc Handel, qui est parfaitement inchantable. Et vous dites, tiens, du haut de mes 1m50, je vais faire du Handel. 1m50. Voilà, voilà. Non, c'était pas l'info qu'il fallait retenir, Bruno Puzzolo. L'info, c'était Handel. Maintenant, vous savez tout. C'est beau essayer de mettre des pauvres petits talons, là. Je fais pas le malin, moi, c'est guère mieux. Hein. Mais justement, on pourrait appeler ce plateau conversation entre nains. Alors, puisque personne n'excède 1m65. Oui, bon. Donc Handel, parlons d'Handel. Voilà, on va parler de Handel, qui est effectivement... Donc là, on va chanter le Dixit Dominus, qui est une œuvre magnifique, mais donc c'est sa première œuvre religieuse qu'il a composée. Il avait 22 ans, il était plutôt jeune. Alors effectivement, dans cette œuvre, on sent l'exubérance de la jeunesse, voilà. Mais alors, effectivement, il y a des passages inchantable. Alors je ne dis pas, c'est pas que c'est inchantable, c'est qu'en fait c'est une écriture très instrumentale. Voilà, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus, violon, cordes, enfin une écriture de cordes. Elle a le chœur vocal de Paris qui a à peine 3 ans, elle les embarque dans un truc incroyable. Il y a quoi, une vingtaine de choristes, c'est ça? Oui, absolument. Elle les embarque dans une des pièces les plus dures qui soit. Elle est affreusement difficile. Je voudrais qu'on regarde des images de la répétition pour souffrir, si vous voulez bien. Voilà, vous allez comprendre que en communion de souffrance avec les artistes que vous menez à la baguette, comme dit Bruno Puzzolo, qui a l'air parfaitement traumatisé. On regarde les images de la répétition.
risquez pas le S. Con quoi ça. Et non pas con quoi ça. D'accord? Voilà, petit avant-goût de ce qui vous attend le 8 avril si vous allez au concert de l'ensemble vocal de Paris. Vous réagissez comment, Bruno Puzzoulou, à ce genre de petites prestations? Il faut bien dire ce qu'il y a. Je suis admiratif et en voyant Savitri, c'est ça aussi qui est incroyable, c'est que durant un concert, elle chante tout, du début à la fin. Incroyable. Vous la regardez, elle chante tout, elle connaît tout par cœur. C'est assez incroyable. Et déjà, ce qui est assez incroyable, c'est d'avoir des femmes chefs d'orchestre. Il y en a quand même pas beaucoup. C'est exact. Ouais, et vous devez encore vous battre pour vous imposer. Et souvent, quand elles sont là, c'est qu'elles ont créé leur propre ensemble. Voilà, il ne faut pas attendre qu'elles soient nommées quelque part. Non, exactement. Là, je crois que ça, c'est plus compliqué. Ouais. Mais enfin, bon, moi, en ce qui me concerne, pour l'instant, je ne me plains pas. Voilà, en tout cas, je pense que si les gens en tout cas, viennent nous voir, je pense que c'est pas parce que je suis une femme ou pas. Enfin, non, c'est parce qu'il y a la qualité de l'ensemble. Voilà, c'est plutôt pour ça. dire qu'en 12 ans d'émission, on a reçu Laurent Séquilbet et puis vous. Voilà. Et bien alors, c'est bien. Oui, tout à fait. Non, mais c'est un véritable honneur. Alors, vous savez que la musique, je pense que vous en avez parlé tous les deux, mais fait partie de la vie de Bruno Puzzoulou depuis longtemps. Parce que vous chantez. Il est très pote avec Johnny Hallyday, il lui écrit des chansons quand il ne sait pas quoi faire. Et alors, on a un amour commun, Bruno et moi, pour quelqu'un qui a disparu le 15 août 2011, qui s'appelait Alain Leprest, qui était un poète incroyable, vraiment dans la lignée des Ferré, Ferrat, des Brel, qui n'a certainement pas eu la reconnaissance du public qu'il méritait, mais bon... Voilà, est-ce que la poésie aujourd'hui est vraiment à l'honneur? Et je voulais juste qu'on l'évoque, on passe directement de Handel à Leprest, mais tout va très bien. Qu'on l'évoque rapidement, parce que vous, ça a été quelqu'un d'important aussi, musicalement parlant. Vous avez participé à un album hommage, vous avez chanté. Oui, je l'ai connu en Normandie. Ensuite, il était normand comme vous, c'est vrai. Il m'a un gars de Rouen. Voilà. Et ensuite, il m'a demandé de chanter une chanson de lui, Où vont les chevaux quand ils dorment, sur un album une très belle chanson, de reprise. Et puis, dans mon album, le premier, il y a une chanson de lui. Et dans le deuxième, là, il y aura une chanson de lui Alors, aussi. parlons-en, parce que vous avez vos propres albums. Oui. On n'est pas forcément au courant. J'ai sorti un premier album, et puis qui s'appelait Drôle de monde. Et puis le deuxième sortira, j'espère, dans pas trop longtemps. Avec une chanson hommage à Philippe Noiret. Oui, en italien, oui, une chanson issue de Cinema Paradiso. Qui reste un de ses grands films. Sur le thème principal de Cinema Paradiso, et une chanson que je chante en italien. Je sais qu'il y a une chanson que vous aimez beaucoup, qui est, vous en parlez dans une interview, mais c'était avant de perdre votre papa, une chanson qui vous faisait un peu peur, c'est la chanson de Léo Ferré, Avec le temps va, tout s'en va. Et chez Alain Leprest, il y a une chanson un petit peu miroir, qui est Le temps de finir la bouteille. On est bien chez Leprest. Magnifique. Hein. Le temps de finir la bouteille, et j'ai pensé à vous en la réécoutant, parce qu'il y a un moment, il y a ces vers, j'aurais fait la vieillesse moins vieille, le temps de finir la bouteille. Et puis à un moment, il dit, le temps de finir la bouteille, j'aurais dilué un soleil dans la perfusion de grand-mère. J'aurais réenfanté mes parents, j'aurais peint l'avenir moins grand et fait la vieillesse moins vieille, le temps de finir la bouteille. La poésie, ça vous accompagne, qu'elle soit chantée ou parlée. C'est quoi? C'est une perfusion, justement, pleine de soleil? Oui, la poésie, c'est les grands textes,
c'est tous des poètes. Hein. Vous savez que vous êtes ringard, la poésie, ça marche pas. On n'en met jamais à la télé, Ouais, ça passe bien. pas. Je sais, ça- ou Non, mais alors, c'est un drame hein, pour si, moi euh, aussi. Mais bien Vers, sûr, c'est vers vrai. 2-3 heures du matin, il y en a quand Ouais. même. Pour les insomniaques. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, alors que la poésie, finalement, est peut-être seule capable de réinventer le monde. On parlait des kamikazes, du djihad. Tout à l'heure, on a démarré l'émission sur des thèmes assez durs. Est-ce que c'est pas la poésie qui va nous aider à réinventer le monde? Je crois qu'il y a un soleil pour tout le monde. Je crois que c'est bien ce qui est tel ou tel film dans les cinémas, telle et telle pièce, telle et telle musique. Mais ce qui rapporte le plus, on ne doit pas sacrifier ce qui est capital pour enrichir le capital, justement. Il faut pas seulement privilégier ce qui rapporte du fric. Sinon, alors... Il y en a un qui va avoir un cap de la cinquantaine difficile, hein, d'ici un an. Il va falloir qu'on soit là pour soutenir. Non, mais si je prends mon cas, ça va plutôt bien. Ça fait 26 ans que j'arrête pas de travailler, mais quand même, c'est difficile. C'est rarement la poésie qu'on voit en grand panneau sur les bus. C'est malheureux parce que je crois que s'il y avait qu'un certain style de film ou de théâtre, moi, ça m'embêterait aussi. Il faut de tout, mais donner libre choix aux gens, quoi. Mais la poésie vaincra, hein, le slam l'a remise à l'honneur notamment. En tout cas, moi j'aime bien le mélange que vous êtes. On vous trouve sur un terrain de foot, on vous trouve sur une scène de théâtre, on vous trouve dans des projets parfaitement improbables avec Savitri de Rochefort dans l'abbaye du Bec et Loin. On vous trouve en train de parler de poésie d'Alain Lepret. Je pense que c'est ce mélange-là qui vous a particulièrement interpellé, je pense, Savitri de Rochefort. Oui. Vous êtes tous les deux mélanges très différents qui se sont trouvés artistiquement. Oui. Eh bien, bravo. Merci infiniment. Donc, je rappelle, si on veut écouter du Handel, c'est inchantable, mais il le chante divinement bien. C'est le 8 avril à l'église Saint-Étienne. du Mont. Et puis aussi, Paris. ne pas oublier que dedans, il y a une pièce de Thierry Esquèche que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, on vous retrouve tous les deux à l'abbaye du Bec et Loin. Ça, c'est le 6 mai. Bon, un petit tour en Normandie. Donc là où Pourquoi la pas. programme surtout Mozart avec les deux œuvres en fait religieuses les plus connues en fait de Le Mozart, Requiem. le Requiem et la Verum, qui sera d'ailleurs dirigé par mon adjoint, mon chef adjoint, Vous qui est quelqu'un partagez, exactement, avec qui je partage la baguette, mais c'est surtout qui fait un travail formidable d'homogénéisation sur le son de l'ensemble. Voilà. Et puis, la troisième mi-temps, ce sera tout un vide dans le petit village de Bruno qui nous invite tous chez lui. Merci beaucoup, Bruno. Donc, il y a l'attentat sur scène. Il y a votre pièce sur l'immigration italienne qui a l'air aussi formidable. Sur votre site internet, il y a tout, donc c'est pratique. On peut aller voir les dates. Il y a ce film qu'on attend, il y a cet album qu'on attend. Vous n'arrêtez pas. Donc on vous souhaite quoi? Vous souhaite quoi tous les deux? Vous souhaite quoi? Écoutez, que tous ceux qu'on aime restent là le plus longtemps avec nous, le plus longtemps possible. Ah bah, on a une pensée pour votre maman alors. Et vous, on vous souhaite quoi? La même chose, et puis aussi de pouvoir surtout continuer à pouvoir faire notre art le plus longtemps possible. Voilà. Merci à tous les deux pour cette émission à la fois drôle et profonde, comme quoi c'est possible. Merci. Merci.